Alors pourquoi cette humeur maussade? C'est qu'il ne suffit pas d'être roi, Léonard, d'être vainqueur, d'être puissant. Il faut encore le rester. Et que cela se sache, c'est pas une question de superbe, Léonard. C'est la condition de la paix. Marignan fut une grande victoire. J'en connais le prix. Je l'ai acheté dans le sang. 16 heures de combat, 16 000 morts. Hélas. Écoute, je veux refaire Marignan ici, à Amboise. Vous voulez qu'on voie et qu'on pèse la gloire et l'horreur de la guerre? Il faut faire parler, frapper les esprits, éblouir et faire trembler. Eh bien, Majesté, une commémoration grandiose, des fêtes somptueuses, des ors, des banquets, des musiciens, et pour les froids, des bataillons en ordre de marche, des soldats, des milliers de soldats, dévoués corps et âme à votre personne. Du jamais vu, Léonard, il me faut du jamais vu. Je veux qu'un chacun soit pénétré de l'idée aussi de l'abjection des rivières de sang qui ont gorgé la terre de Marignan. Je veux un théâtre formidable. Une scène aux dimensions de la vie. Et je veux que tu me dises que tu le feras pour moi, ton ami. Voici une scène qui a presque 500 ans. Un moment volé entre deux hommes qui préparent un événement unique en son temps. Une page d'histoire oubliée et que nous allons redécouvrir. Car ce théâtre formidable, ce spectacle grandiose dont François Ier parle à Léonard de Vinci, a réellement eu lieu à Amboise, 3 ans après la bataille de Marignan. Et si l'on peut aujourd'hui en parler, c'est grâce au travail d'une équipe d'historiens qui s'est lancé le pari fou de la reconstituer de nos jours. Cette histoire, c'est donc celle d'une enquête à travers toute l'Europe, sur la trace de documents inédits, à la rencontre des héritiers de Marignan. C'est celle du dernier accomplissement d'un des plus beaux esprits de son temps. Celle enfin du désir d'un homme, François Ier, de faire de cette bataille un formidable outil à sa gloire. Mais la célébration de Marignan a bien failli ne jamais avoir lieu. Car au soir du premier jour des affrontements, Marignan est sur le point de rejoindre Azincourt, au chapitre des défaites cuisantes de l'armée de France. En septembre 1515, François Ier est roi de France depuis quelques mois, et il entreprend de reconquérir la région du Milanais, tombée aux mains des Suisses. Son armée, forte de près de 45 000 hommes, en grande majorité des lansquenets, des soldats allemands, rencontre les 30 000 fantassins suisses sur la plaine de Marignan, à quelques kilomètres de Milan. Avec Pascal Briouat, historien et porteur du projet Marignan 2015, nous nous plongeons au cœur de la bataille, au premier jour d'un affrontement qui débute bien mal pour les Français. L'armée suisse est un véritable bulldozer. Les premières lignes françaises sont enfoncées, les cavaliers battent en retraite, les lansquenets essayent de venir à leur rescousse, mais sont eux-mêmes totalement enfoncés par les fantassins. Ça n'est que dans un deuxième temps que la cavalerie française, le corps de bataille principal, attaque les Suisses. Mais tout commence par une victoire suisse. Le premier choc eut lieu vers 15 heures. Il fut terrible pour nos soldats qui n'avaient pas eu le temps de se mettre en place, si bien qu'après seulement 1 heure de bataille, le sol était déjà jonché, Léonard, de cadavres éventrés, de lances brisées, de piques rompues, et les Suisses s'étaient emparés d'une dizaine de nos canons et de plusieurs drapeaux.
Ben, et vos lansquenets allemands si aguerris? La confusion était totale. Certains, pensant qu'il n'y aurait pas à se battre, étaient repartis dès le matin. Les autres, malgré la violence de l'attaque, malgré le danger partout présent, on me dit qu'ils refusaient de se battre. J'ai tout bonnement sauté sur mon cheval pour les joindre. Et ils ont bien voulu se rendre aux arguments du roi et ont accepté de prendre les armes. Les Français, dans un deuxième temps, vont utiliser des armes combinées, c'est-à-dire des charges de cavalerie puissantes et de l'artillerie. L'artillerie française, on a là de très très grosses pièces d'artillerie. Il y a plus de 50 pièces chez les Français, il y en a à peine 8 chez les Suisses. L'artillerie française fait des dégâts considérables dans les carrés de piquet suisses, des traînées sanglantes véritablement très très impressionnantes. Marignan, il faut bien comprendre, est une véritable boucherie. La bataille qui a commencé à 2h de l'après-midi continue jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. Les Suisses sont trempés et donc ils essaient de se réchauffer, ils allument des feux. Grosse erreur puisque l'artillerie française pointe sur les campements suisses et là encore fait de gros dégâts. Il fallut attendre que la nuit fût complète et que la lune eût complètement disparu pour que le dernier combattant remît l'épée au fourreau. Et moi je restais là, le cul sur la selle, la lance au poing, l'armée sur la tête sans boire, sans manger, sans dormir. Il ne faisait aucun doute que les combats reprendraient au point du jour et que tout se jouerait à ce moment. Oui. Mais les combats reprirent bien avant le lever du jour. Oui. Les Français, cette fois, ont un avantage certain, puisqu'ils se sont reformés derrière des lignes d'artillerie bien structurées, bien protégées derrière des gabions, des paniers d'osier remplis de terre. Et c'est à ce moment-là que les alliés des Français, à savoir les Vénitiens, qui viennent avec une troupe importante de chevaux légers, ce qu'on appelle des estradios, c'est-à-dire des mercenaires albanais, grecs, fondent sur les Suisses qui sont obligés de battre en retraite. Miracolo! Le miracle! Le bruit de centaines de sabots sur les pierres des chemins et par-dessus ce vacarme, des cris innombrables. Francia! Francia! San Marco! San Marco! Francia! Les Suisses! Non! Les Vénitiens! La cavalerie vénitienne! Ils se ruèrent sur les Suisses, surpris et épuisés, et les terrassèrent. Ce fut la débandade dans les rangs adverses. Certains s'enfuirent dans les bois, d'autres pensèrent trouver refuge dans les fermes alentours, qui furent incendiées par nos troupes. Les Suisses qui ne périrent pas brûlés vifs pensèrent se sauver en sautant par les toits et les fenêtres. Dio mio! Che bella cosa che la guerra! Au matin du 15 septembre, François Ier tient donc sa victoire, arrachée des mains suisses par un renfort inespéré. Mais sur le champ de bataille, l'un des ingrédients clés qui évita une défaite dès le premier jour, ce fut la capacité de l'armée française à contenir les redoutables piquiers suisses. Un rôle dévolu au bataillon de lansquenets allemands qui servait aux ordres du roi lors de cette campagne. Retrouver la trace de ces soldats, c'est retrouver un peu de l'armée de François Ier. Posté à la frontière tchèque, au plus profond de la campagne bavaroise, le camp qui se réveille ce matin semble émerger d'une brume magique, et ses habitants d'un autre temps. Pascal Briouat est en Bavière, au sein d'un camp du BOL, une association de reconstituteurs allemands. Ces passionnés, venus d'horizons divers, organisent des week-ends consacrés à leurs illustres ancêtres, les Lansquenets Souabes, du nom de cette province historique du sud de l'Empire germanique. Bei dem Bund Oberschwäbischer Landsknechte kommt es eher darauf an, den Gedanken zu haben, wie damals der Schwäbische Bund funktioniert hat. Ein militärisches Regiment aus Leuten, die dabei sind, die sowohl damals im Adelstand waren, aber auch aus dem Bauernstand kamen. Also es ist breit gefächert. Und das leben wir ganz gut. Man sieht es auch an den Leuten mit den unterschiedlichen Gewändern. Also wir haben Leute wirklich, die den Bauernstand darstellen und so im Kriegsdienst gegangen sind und die eben die Obrigkeit darstellen und mit ihrer Ausrüstung
ich sag mal, höherwertiger sind, ja, also reicher ausgestattet. Da sehe ich den Platz vom Bund Oberschwäbischer Landsknechte in diesem ganzen Reenactment-Bereich. Pendant 2 jours, les participants adoptent donc le comportement d'un véritable régiment militaire du XVIe siècle, manœuvrant comme un seul homme, leur pique de plus de 5 mètres. Une arme redoutée sur tous les champs de bataille européens, mais qui nécessite une technique précise et une discipline rigoureuse. Die erste Reihe ist circa diese Hüfthöhe, die zweite Reihe, die ja dann bedingt durch das, dass der Mann zurücksteht, ist ein bisschen weiter hinten, etwas höher und die dritte Reihe ist in Augenhöhe. Sodass man ihm dann, wenn der Gegner einzudringen versuchte, er die ersten 2 Reihen wohl zur Seite schlagen konnte, aber die dritte Reihe konnte ganz schlecht gesehen werden, weil das ist in Augenhöhe und Spießeisen ist waagerecht und das war dann verheerend für den Eindringling. Weil man muss sich vorstellen, in der Richtung 100 Mann, in der Richtung 100 Mann und dahinter sind es 80 Mann. Das heißt, wenn einer schreit, das hört man nicht. Wir hatten keine modernen Medien, also Telefon- oder Funkübertragung von Befehlen war nicht möglich. Deswegen musste es eine Befehlskette geben. Deswegen muss der Befehl letztendlich dann über die Rotten dann noch durchlaufen, bevor er zur Ausführung kommt. Je weiter das in der Befehlskette runterbricht, umso detaillierter werden die Befehle, dass am Schluss der Knecht genau einen Befehl bekommt, wo er weiß, was er tun muss. Beispiel, Heer, stellt euch in Gefechtsformation. Da muss sehr viel Bewegung in der Truppe sein, weil Fahne und Spiel sind normal vorne. Die müssen dann in den Spießerhaufen zurückgezogen werden. Die Helleberten kommen an die Flanken, die Bogenschützen kommen an die Flanken. Das heißt, der Knecht selber bekommt einen ganz klaren Befehl, das ist zu tun. Und das entsteht in der Befehlskette nach unten. Cette expertise, cet amour de la reconstitution, les membres du BOR ont accepté de la mettre au service du spectacle Marignan 2015. Ils seront présents à Romorantin et à Amboise pour le plus grand plaisir des spectateurs français. Lehrmann von Pavia. Es lebe der Kaiser und seine Huren! Wieder mit dem Bauern! Und auch die ganzen Leute, die da mittun, das sind alles feine, unkomplizierte. Und wenn man mit denen dann spricht, also das ist vom Richter, Rechtsanwalt bis zum Maurer, findet man eigentlich alles. Das ist auch das Interessante dahinter, was so dahinter steht, hinter den Menschen. Und ja, und wir haben es richtig lieben gelernt und jetzt kniet man sich auch richtig rein, was so geschichtlich wirklich dahinter steht. L'observation de ces exercices, calqués sur les manœuvres de l'époque, permettent de comprendre un peu mieux comment les soldats de Marignan ont combattu et comment les reconstituteurs joueront ces scènes de bataille. D'autres indices intéressent notre historien, et notamment le rôle des différentes épées au milieu des piques omniprésentes. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec Olivier Renaudot, qui nous ouvre les portes de l'impressionnante réserve du musée de l'armée à Paris. En plus du plaisir des yeux, c'est l'occasion de comprendre le rôle de chaque arme et d'admirer des reliques très rares.
Une grande partie des fantassins, qu'ils soient d'ailleurs français ou qu'ils soient suisses, portaient une arme qui était très à la mode à cette époque, qu'on appelle la lance-quenette, qui est en fait une épée courte. Alors malheureusement, j'en ai deux, mais qui sont uniquement des vestiges. Les lames sont cassées, donc vous ne voyez que les poignées de ces lance-quenettes qui ont été souvent conservées en assez petit nombre intactes. Donc ce sont des armes qui font à peu près entre 60 et 70 cm de long. Et ces armes relativement courtes étaient assez pratiques pour se battre au milieu de bataillons de piquiers, puisqu'il faut imaginer évidemment des bataillons d'infanterie composés de centaines de piquiers encombrés par des grandes piques de plus de 5 mètres de long. Et en fait, ces armes permettaient de se faufiler entre ces bataillons de piquiers, entre ces piques, et d'aller atteindre l'adversaire donc, sans avoir trop de problèmes de manipulation. Voilà. Alors une arme qui est beaucoup moins fréquente, contrairement à ces petites épées que je viens de vous montrer, ce sont ces grandes épées à deux mains, assez impressionnantes, mais qui en fait ne sont pas aussi lourdes qu'on pourrait l'imaginer en voyant leur silhouette. Ce sont des armes qui pèsent à peu près 4 kg. Un peu plus de 4 kg. En fait, le but principal de ces grandes épées à deux mains est de faire des brèches dans ces grands bataillons de piquiers qui constituent cette infanterie donc, à l'époque de Marignan, soit en écartant les hampes des piques de l'adversaire avec cette grande arme, soit même en attaquant les hampes elles-mêmes, en les coupant avec cette lame ondée, donc très, très caractéristique. Et alors, c'est une arme qui permet de faire une véritable escrime assez complexe, donc soit en utilisant la poignée, on peut croiser les mains également pour donner plus de force, et ce qui permet donc de varier les positions possibles, donc de raccourcir sa garde également, ce qui est toujours une nécessité dans l'espace contraint dans lequel on combat, quand on est perdu dans le buisson, dans la forêt de piques finalement que représente le bataillon adverse. La collection du musée est riche de ces armes qui ont fait la victoire des soldats de François Ier. Mais elle serait restée vaine si à Marignan, le roi n'avait pas disposé d'un atout majeur, ses canons. Marignan est une des premières batailles où le canon ou l'artillerie va vraiment jouer un rôle en campagne, puisque la plupart des canons étaient auparavant utilisés pour des sièges, donc des pièces qui étaient relativement peu mobiles. Là, le roi de France avait des pièces de calibre assez divers, dont des canons qui étaient beaucoup plus faciles à mettre en œuvre sur un champ de bataille et qui ont permis de suivre également la marche de l'armée française, donc pendant tout son voyage, assez complexe d'ailleurs, jusqu'à Milan. Parmi les canons assez divers que François Ier amène sur le champ de bataille, donc on trouve des coulevrines, qui sont ces canons d'assez petit calibre que vous voyez ici, mais qui se caractérisent par une silhouette assez effilée, assez élancée, qui sont des pièces donc, que leur poids permet de transporter facilement sur le champ de bataille, de mettre en œuvre sans trop de déplacements logistiques, ni sans trop de chevaux d'ailleurs pour les amener. Ce sont des pièces qui tirent des boulets de fonte de calibre relativement réduit, mais la densité de la fonte permet tout de même de faire des dégâts importants. C'est la première fois, enfin une des premières fois en tout cas, où l'artillerie est vraiment utilisée pour une utilisation tactique, c'est-à-dire en gros pour essayer de nuire à la cohésion de l'adversaire, puisque la chevalerie, la gendarmerie française s'est heurtée à ces bataillons de fantassins suisses hérissés de piques, et c'est grâce à l'artillerie qu'on a pu disloquer ces corps d'infanterie extrêmement cohérents, qui finalement ont fini par décrocher après une journée et une nuit entière de combat, tout de même. Le récit de la bataille est donc connu. Reste maintenant à redécouvrir l'autre histoire de Marignan, celle de cette fête donnée par le roi pour faire vivre sa victoire dans l'esprit de tous et surtout dans celui de ses rivaux. En mai 1518, François Ier va donc profiter du mariage d'une princesse de France, Madeleine de la Tour d'Auvergne, et d'un prince florentin, Lorenzo de Médicis, pour passer un message à ses puissants invités, parfois ennemis d'hier, et amis le temps d'une fête. Mais au-delà des traditionnelles messes, tournois et banquets, peu d'indices nous guident sur le déroulé précis des festivités. La découverte d'un document exceptionnel va tout changer. Permettez-moi de me présenter. Io sono italiano e mi chiamo Stazio Gadio. Je suis italien et je m'appelle Stazio Gadio. Je suis au service de son Excellence, le duc de Mantoue. Je lui tiens lieu d'yeux et d'oreilles au royaume de France. Je suis en quelque sorte un envoyé spécial qui a pour mission de transmettre en continu à son Excellence le Duc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les nouvelles de ce qui se passe au royaume de François Ier. Prenons les choses au commencement.
Au commencement était une lettre, celle par moi écrite à mon maître, son Excellence le duc de Mantoue, où je lui décris les dites festivités du vendredi 14 mai et samedi 15 mai 1518. Le récit de Stadio Gadio est un trésor pour les organisateurs de Marignan 2015, qui vont pouvoir redécouvrir le programme de la fête, mais pas seulement. Les couleurs des décors, les habits des nobles gens, les mouvements des figurants, tout est documenté et rapporté par l'ambassadeur avec une précision inespérée. Nous découvrons enfin en quoi consistait le spectacle royal. Après le tournoi, on présentait une bataille rangée, et 3 ans après Marignan, il était dans les têtes de chacun que cette bataille ne pouvait être autre chose que Marignan. Et cette bataille partait de la prise d'assaut d'un château fort de toile et de bois, sur lequel tiraient des canons chargés de ballons gonflés d'air. Les trucages étaient de Léonard de Vinci. Et la bataille se concluait avec des milliers de figurants de l'armée de France par la prise du château par le noble roi François. Que la vue de sa force suffirait. Le roi va demander la reddition du château. Notre force est immense. Notre volonté est immense. Rendez-vous à notre volonté. J'ai dit, ma foi, rien ne nous fera renoncer à défendre notre droit à rester à ce mur. En position. Aujourd'hui, en 2015, soit 500 ans après la bataille de Marignan, nous allons reconstituer ici à Amboise la fête de 1518, qui évoque Marignan, et nous allons la reconstituer en même temps à Romorantin, autre lieu important pour François Ier et sa mère Louise de Savoie. L'histoire de cette célébration, c'est donc aussi celle d'une ambition portée par une équipe d'historiens. Celle du défi fou de reconstituer une fête royale, de mobiliser des centaines de figurants venus de toute l'Europe, de recréer décors, costumes, musique et armes de l'époque, pour les présenter au grand public et faire vivre à tous cette page de l'histoire. Intelligence des patrimoines a pour objectif de créer des dynamiques interdisciplinaires et de valoriser des contenus scientifiques. Et dans ce cadre-là, Marignan est un projet qui justement vise à délivrer au grand public une opération qui est une opération de reconstitution d'une grande fête de cour de la Renaissance, l'une des plus grandes fêtes de cour de la Renaissance. Léonard de Vinci fut une des plus complètes intelligences qu'ait porté le monde. Il est très émouvant quand on travaille sur Léonard de Vinci de reconstituer avec à peu près la même pression que lui-même a connue en travaillant ici avec Dominique de Cortone, de reconstituer une fête qui va nécessairement mobiliser des centaines de figurants. On se retrouve dans la situation de l'artiste lui-même et la pression est très grande. Il s'agit de refaire les gestes d'organisation, de penser des décors, de penser des trucages qui furent les gestes de Léonard de Vinci ici au Clos du Lycée il y a 500 ans. Et c'est particulièrement émouvant parce que d'une certaine manière ici nous dialoguons avec les morts. Le travail de Pascal Briouat et des équipes du Centre d'études supérieures de la Renaissance va permettre de mettre au jour nombre de documents oubliés. La lettre de Stadio Gadio, bien sûr, mais également une archive inédite. Quelques lignes manuscrites, comme une facture vieille de 500 ans. Tu vois ici, à Dominique de Cortone, avec 2 N, de 60 livres, tournois, pour ses peines et salaires. Ça, c'est absolument fondamental. Voilà, on sait que Dominique de Cortone est celui qui a effectivement fabriqué le Bastillon, c'est-à-dire ce faux château de toile et de bois que l'on pouvait aisément ruiner avec des canons qui tiraient des boulets, des faux boulets remplis d'air. Dominique de Cortone, l'architecte de Chambord, et Léonard de Vinci, appelé à la cour du roi quelques années auparavant, étaient donc les 2 organisateurs en chef de la fête royale.
Des indices qui démontrent, s'il le fallait encore, l'importance des Italiens dans cette célébration. Pascal Briouat se rend donc à Florence, à la recherche des origines de la fête et de sa principale raison d'être, le mariage d'une Française et d'un Italien. Une union qui n'a rien d'un hasard, pour celui qui veut asseoir son influence des deux côtés des Alpes. Nous sommes ici à Florence, en plein cœur du quartier des Médicis, devant la basilique San Lorenzo. San Lorenzo, Saint-Laurent en français, c'est justement un Laurent de Médicis qui est venu épouser Madeleine de la Tour d'Auvergne en France en 1518. Il ne faut pas confondre Lorenzo di Medici, duc d'Urbino, deuxième du nom, avec Laurent le Magnifique. Ce dernier est mort en 1492, tandis que Lorenzo II est un contemporain exact de François Ier et d'un Léonard de Vinci vieillissant. Lorenzo est en effet un personnage puissant. Duc d'Urbino, une ville clé de la région voisine des Marches, il est aussi à la tête de Florence depuis 1516. Son mariage avec une princesse française est un événement capital pour toute l'Europe. C'est aussi qu'après la bataille de Marignan, il s'agit de consolider les alliances entre la France et la Toscane et les États du pape. C'est donc tout un cortège d'Italiens qui suit Lorenzo di Medici, des soldats, des musiciens et même des cuisiniers. Les dernières traces de cette effervescence figurent aujourd'hui au sein d'un groupe de Florentins haut en couleur. Le Corteo Storico est une compagnie formée de divers régiments qui perpétue le souvenir des corps militaires traditionnels de la République de Florence. Ces reconstituteurs, amoureux de l'histoire de leur ville, gardent en mémoire le départ de Lorenzo pour la France et le rôle que jouèrent alors leurs prédécesseurs. Il mio ruolo è comandante degli ufficiali delle fanterie a piedi. Comandavamo dei reggimenti di soldati di Ventura al servizio dei medici. La fanteria era affrontare con questi soldati di Ventura tutto ciò che si avvicinava a Firenze. Difendevamo le mura di Firenze. Era un reggimento di soldati di Ventura appositamente addestrati per proteggere il duca dei Medici per il viaggio in Francia. Dans ce cortège, les Piques ne sont pas les seuls à témoigner d'un temps où les Florentins ont choisi de se rapprocher de la France. Les affinités religieuses ont aussi joué leur rôle. Io faccio come ruolo nel corteo storico il priore della Repubblica Fiorentina. Il mio ruolo è molto importante, infatti è sempre all'inizio del corteo storico, perché la Chiesa era molto importante naturalmente per la Repubblica Fiorentina. Aveva molta influenza politica. Perché come voi sapete Firenze era guelfa e quindi guelfi erano sottomessi al Papa et allo Stato Pontificio. Les Guelfes formaient une faction parmi les catholiques, regroupant celles et ceux prenant le parti du pape. Face à eux, les partisans du Saint-Empire germanique, les Gibelins. Un antagonisme qui prendra fin au XIIIe siècle,
des centaines d'années avant le voyage de Lorenzo vers Amboise. Mais cet épisode laissera des traces indélébiles qui finiront d'unir la Toscane et la France dans un destin commun. Come la Francia è stata molto importante per Firenze perché anche lei era guelfa, quindi per il Papa, e quindi molte volte Firenze ha chiesto la collaborazione della Francia. E infatti in Francia è stato dato molte donne fiorentine importanti, tipo Caterina de' Medici e Maria de' Medici. En hommage à cette tradition d'union entre la France et la ville de Florence, les membres du Corteo Storico acceptent de venir participer aux représentations du spectacle. En ce début de l'année 1518, escorté par des régiments de Florentins, Lorenzo part donc pour Amboise, rencontrer sa future femme et son désormais puissant allié, le roi de France. Mais il ne part pas les mains vides. Avec lui, un cadeau, à l'époque inestimable, est parvenu intact jusqu'à nous. En cette soirée de printemps, nous sommes allés le voir, ou plutôt l'écouter. Ce soir, les Sorbonne Scholars jouent des extraits du Codex Médicis, une collection de pièces musicales uniques dont la genèse dévoile un pan de l'histoire des festivités de 1518. Ces pièces ont été rassemblées pour Léon X. Dans un premier temps, ce pape amateur des arts avait à sa disposition des musiciens qu'il invitait, des chantres experts, et la collection de ces 53 motets a été probablement jouée à la cour de Léon X et offerte, dans un deuxième temps probablement, à Lorenzo de' Médicis, qui était son neveu, pour l'occasion de son mariage avec Madeleine de la Tour d'Auvergne, qui était de la famille de France. C'est à la fois un ensemble de motets liturgiques, mais également à teneur très politique, avec des destinataires tout à fait clairement identifiés. S'il est question de plusieurs destinataires, c'est bel et bien parce que Lorenzo ne compte pas garder les morceaux du codex pour son seul plaisir. Sans surprise, c'est à Florence, au cœur de la ville des Médicis, que Pierre Iselin vient percer ce secret à peine voilé. Entre ses mains, l'original du codex, et au bout des lèvres, les notes jouées lors du concert. Les morceaux parlent d'eux-mêmes. À l'évidence, il y a un destinataire du codex, mais il y a un destinataire invisible, qui est François Ier. On voit difficilement pourquoi il serait glorifié, pourquoi sa mère serait glorifiée, pourquoi Anne de Bretagne serait glorifiée, simplement s'il s'agissait d'un cadeau direct d'un oncle à son neveu de Médicis. Mais la victoire, c'est celle de Marignan.
dans le contexte d'une réconciliation entre les Médicis et les Valois, il n'était peut-être pas absolument nécessaire de rappeler la cuisante victoire ou défaite du roi François sur tout de même des alliés des Médicis. Donc manifestement, il y a là un billard à trois bandes. Et l'objet musical qui est le cadeau, dans cette culture particulière du cadeau qui est celui de la Renaissance, manifestement jette des regards indirects à la fois sur le destinataire du cadeau, mais également sur le personnage qui est en quelque sorte dans une perspective indirecte, une espèce d'anamorphose, c'est François Ier. On a là donc un objet politique autant que musical, du plus grand intérêt. Si l'on ajoute de plus qu'en 1518, les collections de musique polyphonique sont relativement rares, eh bien, on a de quoi effectivement être émerveillé de contempler ce document ici, dans le lieu même des Médicis. Extrêmement émouvant de voir de ses yeux propres, dans le lieu même où vraisemblablement il a séjourné, un texte sur lequel on a travaillé longtemps sous forme de facsimilé, de transcription, et de voir l'économie des moyens et en même temps que le luxe, la débauche de moyens artistiques qui sont mis en œuvre pour orner ces pages magnifiques. C'est également un grand moment parce qu'il confirme un certain nombre d'intuitions, à savoir qu'on ne lésinait pas sur les moyens. Les moyens de reproduction ici sont fastes, évidents, et on peut difficilement imaginer que ce faste ne soit pas lui-même présent dans la représentation musicale, c'est-à-dire aussi bien dans les effectifs que probablement, et c'est un postulat, dans l'instrumentation de ces pièces. Pour rendre ce faste lors de la reconstitution et rester fidèle au maître franco-flamand, Pierre Iselin et les Sorbonne Scholars vont avoir besoin d'aide. Car si les sopranes et les barytons sont éternels, les quelques instruments d'époque encore existants ont depuis longtemps pris place dans des musées. Leur seul espoir d'accompagner ces morceaux tels qu'ils ont été écrits se trouve dans un petit village à l'orée de la campagne normande. Ici vit Olivier Cotet, maître d'art et facteur de hautbois, un historien en bleu de travail, à mi-chemin entre lutherie et archéologie. Mon métier consiste à aller dans les musées. Je vais dans les musées, je relève très précisément ces instruments qu'on a conservés. Alors plus on recule dans le temps, plus c'est difficile. Parce qu'il y a de moins en moins d'instruments, ils sont très très rares. On n'a quasiment aucun instrument du Moyen-Âge, très très peu d'instruments du Moyen-Âge. La Renaissance, on commence à en avoir quelques-uns. Et puis quand on arrive dans la période baroque, là on commence à en voir pas mal dans les musées, des beaux instruments. Et bien sûr, le 19e siècle, on a tout ce qu'il faut. Alors donc mon métier consiste à mesurer cet instrument, des fois avec l'accord du conservateur de pouvoir l'essayer, mais ça c'est très rare, il faut faire très attention parce que ces personnes sont très âgées quand même. Et puis, copier à l'identique. On va après dans mon atelier, je fais dans mon atelier, puis je reconstitue les outils qui permettent de refabriquer très précisément ces instruments, leur esthétique, essayer de retrouver l'esprit de l'instrument. Il faut donc retrouver la façon dont travaillaient les anciens. Les machines étaient très performantes à l'époque, hein. Enfin, surtout au XVIIe siècle. Je connais moins l'outillage au XVIe et au XVe siècle, mais les tours étaient très performants, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il suffit de voir tous les objets d'art qu'on a autour dans les musées pour trouver le travail absolument incroyable des artisans de l'époque, hein. Alors humblement, on essaie de reconstituer ça. On a seulement l'électricité en plus, je veux dire, hein, qui est pratique pour faire tourner les machines sans trop se fatiguer, quoi. Mais le principe est le même. Des machines qui travaillent désormais à la confection de hautbois,
aussi fidèles que possible à ceux qui furent joués lors du mariage de Lorenzo à Amboise. Les hautbois, ce sont ces instruments incontournables, il y a 500 ans comme aujourd'hui. Les hautbois, c'est des instruments qui jouent fort. Les premiers termes des instruments du temps du XIVe siècle, c'est les bas instruments, qui sont les instruments qui jouent doux, comme les flûtes, la harpe, le petit orgue, et les hauts instruments qui jouent fort, comme le hautbois, la trompette ou les tambours, sont les hauts instruments. Et donc on peut les jouer bien sûr pendant les batailles, ou avant la bataille, ou après, ça dépend comment s'est terminée la bataille. Et aussi bien sûr pour tous les grands événements, les cortèges royaux, les événements, un repas, je ne sais pas, en plein air, parce qu'ils sont très bruyants, très pleins, très puissants, donc adaptés tout à fait à des cérémonies de plein air. Jouer haut, jouer fort et montrer à tous ses invités sa puissance, c'est l'intention du roi lorsqu'il fait jouer par ses musiciens les morceaux du codex. Et si 1515 fut gagné au son du canon, 1518 sera une victoire des hautbois et des chœurs. On peut imaginer des effectifs importants dans cette nouvelle cour de François Ier qui évidemment rivalise avec l'Italie d'une part, mais plus tard, en d'autres occasions, y compris avec le roi d'Angleterre, lors d'entrevues postérieures où il y a à la fois rivalité, émulation, compétition, et où la musique représente un enjeu politique, puisqu'il s'agit de représentation. La représentation musicale n'est pas seulement le fait de posséder des musiciens, mais c'est également le fait d'avoir à sa cour les meilleurs musiciens. Et les meilleurs musiciens à l'époque, ce sont les franco-flamands, c'est-à-dire des musiciens de la trempe de Josquin-des-Prés, de Mouton, Moulu, etc. Et ces musiciens-là sont courtisés véritablement par les puissants de ce monde, qu'il s'agisse d'un pape comme Léon X, qu'il s'agisse de François Ier ou d'Henri VIII en Angleterre. Les grands musiciens ont une espèce d'aura qui fait que la cour de ceux qui les emploient en est rehaussée. Lors de cette fête, rien n'est donc laissé au hasard. Une scénographie guerrière, de la musique rare et prestigieuse, tous les attributs de la célébration sont pensés pour impressionner les invités et démontrer la puissance du roi. Cette volonté ne semble pas avoir de limite, et l'étude de la comptabilité des festivités ne fait que confirmer cette impression. À l'occasion d'un banquet donné au château du Moulin, près de Romorantin, Pascal Briouat nous démontre que, comme le veut la tradition française, la gastronomie jouait un rôle éminemment politique. Le festin de 1518, utilisé par François Ier pour impressionner les Médicis, est un festin somptueux qui va coûter pratiquement le prix d'un hôtel particulier à Tours à cette époque-là. Il faut dire que la fête va durer 15 jours. Il y a là une armée de maîtres-queux. On connaît le maître d'hôtel qui s'appelle Bienvenu, de Alpopin, de marmitons et de sauciers qui travaillent pour le roi. Malheureusement, on n'a pas les repas, on n'a pas les menus qui ont été consommés, mais les archives, la comptabilité du temps nous permet de voir l'importance réciproque de telle ou telle part du festin. On consomme énormément de viande, 25% du budget est consacré à la viande et à la volaille, il y a énormément de volailles. Il y a aussi des poissons d'eau douce, des écrevisses, et puis des fruits. Énormément de fruits, parce que le fruit, par exemple la mirabelle, toute nouvelle en Touraine, par exemple la prune royale,
celle qu'on appellera plus tard la Reine Claude, certaines poires aussi qui sont vraiment typiques de la région, sont un moyen de démontrer son pouvoir. Et curieusement, les légumes, il y en a, mais les légumes comptent pour 2% du budget. Ce qui dit quand même ce qu'est la nature de cette alimentation. Une autre caractéristique de ces tables princières, c'est le goût pour le spectacle. C'est-à-dire qu'un banquet de la Renaissance, c'est avant tout le moyen pour le prince de montrer sa richesse, sa puissance. Il faut donc amuser les convives, amuser les ambassadeurs et pour cela, je donne un exemple, la pâte de coin qui est très prisée à cette époque-là, qui s'appelle le cotognato en italien, cette pâte de coin, eh bien, on va la façonner en forme de poire, en forme de châtaigne, pour créer l'amusement, pour créer le divertissement lors des banquets. Ce sera donc un moyen de promouvoir également l'art de cour au moment où les représentants d'autres pays, les ambassadeurs, des princes avec lesquels on recherche une alliance éventuellement politique. Donc ça va être un moyen de leur montrer également la puissance et la richesse de la cour qui les héberge. Sans cesse surprendre, toujours étonner, et Léonard de Vinci sont des hôtes attentifs. Et l'inventivité du génie florentin va même pousser nos historiens à faire figurer dans le spectacle une pièce étonnante. Avant ce récit, montre-moi les entrailles de ce lion, qui fit si forte impression sur les gens de ma cour. Il y aura bientôt 3 ans, à Bologne. Ce ne sont que rouages et cordages? Rien de magique dans ce lion? Monsieur, la mécanique changera le monde. Je sais que demain, des batailles seront gagnées par des machines nouvelles. Ce lion mécanique extraordinaire, présenté à François Ier quelques années avant la fête d'Amboise, les organisateurs de Marignan 2015 ont donc voulu le recréer. De la tête à la queue, et le plus fidèlement possible. Un travail minutieux, mais également risqué, car il a fallu à nouveau s'adapter, improviser et réinventer. Léonard de Vinci, malgré toute sa méticulosité à réaliser ou à inventer des mécanismes, ne nous a pas laissé de plan précis sur le principe de fonctionnement du lion. On a des descriptions des chroniqueurs de l'époque, et en particulier Vasari, nous indique que le lion se déplaçait, il marchait et surtout il était programmé pour s'arrêter à un certain moment et à ce moment-là une trappe du poitrail s'ouvrait et se dégageaient des fleurs de lys. Donc pour reproduire le fonctionnement de ce lion, je me suis appliqué, et ça j'étais très strict là-dessus, à ne pas utiliser des techniques modernes et à usiner, fabriquer les pièces comme les artisans de la Renaissance à Florence. J'ai choisi d'utiliser les principes de base de mécanique, tous les systèmes qui ont été dessinés par Léonard de Vinci et de les appliquer sur les différents mouvements du lion qu'il devait exécuter. La queue du lion illustre parfaitement ce parti pris. Direction l'atelier pour une démonstration. Ici, nous avons retiré une partie du mécanisme du lion, qui était complexe sur l'ensemble de la bête. C'est celui qui fait fonctionner la queue et qui permet de lui transmettre ce mouvement de basculement alternatif. Il est tiré de ce dessin de Léonard de Vinci qui l'utilisait pour faire fonctionner des machines textiles. Si on fait fonctionner la machine, on s'aperçoit que tantôt les dents de la roue inférieure, tantôt les dents de la roue supérieure permettent d'inverser le sens de rotation de la pièce qui entraîne le secteur denté et ainsi de faire basculer la queue en haut et en bas. Ce chef-d'œuvre sera présenté au public lors des représentations de Marignan 2015.
Et le pari du mécanicien sera gagné s'il parvient à recréer un peu de la magie que le maître toscan avait insufflé dans ses plans et dans ses dessins. Chaque fois que j'ouvre un de ces livres, je découvre à travers ces innombrables dessins, parfois une petite pièce mécanique à côté d'un personnage ou à côté d'un élément d'architecture. Je retrouve par exemple un petit mécanisme qui fait battre les ailes d'une libellule avec un système de fusée et de ressort à spirale qui m'a aussi inspiré pour certaines parties du Lion. C'est donc dans cette multitude de dessins qu'on arrive aussi à retrouver la petite pièce qui sert de référence ensuite pour fabriquer l'élément que l'on va introduire dans le mécanisme du ventre du lion. Moi j'ai une formation de mécanicien et Léonard de Vinci est un homme universel. J'ai essayé de construire une mécanique originale et qui, je l'espère, est attrayante et qui raconte des histoires. Voilà, chaque pièce où j'essaie de la raccrocher à une anecdote ou à une histoire intéressante qui pourra intéresser les grands et les petits. Ce travail de réinterprétation, c'est le lot commun de Pascal Briouat et des chercheurs qui reconstituent la fête de 1518. Un des chantiers les plus ambitieux se déroule entre la Sologne et la Toscane. À Florence, nous retrouvons deux Italiens, affairés autour d'une lettre écrite par un troisième. C'est par cette image que débute l'aventure des décors de Marignan 2015. Andrea Bernardoni et Alexander Neval sont deux ingénieurs florentins. Le texte sur lequel ils se penchent aujourd'hui, c'est la fameuse lettre de l'ambassadeur Stazio Gadio, dans laquelle il décrit en détail la fête d'Amboise. Le passage qui les intéresse tout particulièrement décrit le faux château qu'ils vont devoir reconstituer. Sono due lettere molto precise dalle quali apprendiamo che questo finto castello, che poi è stato costruito da Domenico da Cortona in 10 giorni, era costituito da due torrioni laterali e un muro che collegava i due torrioni e appunto era una scenografia che doveva rappresentare appunto la presa del castello, c'era un bombardamento e quindi c'erano delle quinte di legno con delle tele che dovevano cadere giù per simulare appunto la presa, il bombardamento del castello. E per la ricostruzione della fortezza ci siamo ispirati appunto all'architettura del tempo, in particolar modo a Francesco Di Giorgio Martini e in particolare alla fortezza di San Leo, dalla quale abbiamo preso appunto ispirazione anche per le texture, per la ricostruzione della fortezza. De l'idée, il faut maintenant passer au concret, et ce ne sera pas une partie de plaisir. Sur près de 300 mètres carrés de toile, les bénévoles vont devoir peindre 200 arches et plusieurs centaines de briques. Loin de la Toscane, dans un entrepôt de Romorantin, Christine Bonnet travaille sur ce chantier impressionnant. Et face à la pression qui monte à l'approche de l'événement, la chef d'équipe opte pour un pragmatisme implacable. Moi, je reproduis ce qu'eux, ils ont imaginé. Moi, maintenant, je le mets sur toile. Je me suis dit que le plus simple, ce serait de créer des pochoirs pour que les intervenants qui pouvaient venir m'aider à l'occasion puissent travailler vite fait avec moi, comme tu as pu voir là. Eux me faisaient les pochoirs, ils remplissent, et puis moi, après, je reviens travailler sur les couleurs pour y mettre toutes les ombres nécessaires. Il a fallu que je réfléchisse à une façon de faire des briques qui ne soient pas trop répétitifs. J'ai essayé de faire des motifs aléatoires et reprendre derrière. Et ce que je voulais garder, c'était une vibration de la matière. On sent vivre la pierre quand même, que ce soit des dessins à plat. C'est ce que je disais, l'essentiel, c'est de recréer les ombres et la lumière pour que ça donne du volume quand même au château. Ça met la barre très haute quand même quand tu réfléchis à Léonard de Vinci. Moi j'ai toujours aimé étudier ses dessins. C'est vraiment un maître dans l'art. Donc moi je fais d'autant plus attention à ce que je fais, bien que ça n'ait rien à voir, parce qu'il aurait fait 1000 fois mieux très certainement. Mais bon, comme d'habitude, j'essaye de bien faire. Ces toiles, il faut maintenant les accrocher au château, mais également prévoir leur chute lors du point d'orgue du spectacle, le tir au canon. C'est un nouveau défi pour l'équipe de construction, car le texte de l'ambassadeur se cantonne au point de vue du spectateur et ne donne pas d'indice sur les effets spéciaux utilisés à l'époque.
Alors que la peinture n'est pas encore sèche, un colis arrive en provenance d'Italie. À l'intérieur, un mécanisme conçu par Artes Meccanicae, un centre de recherche fondé notamment par Andrea Bernardoni et Alexander Neval. Retour à Florence. I documenti sono molto chiari sul fatto che c'era questa struttura in legno coperta di tele dipinte. Questa struttura doveva essere tale da permettere che una sua sezione cadesse e questo non deve compromettere la solidità del resto della struttura. Oltretutto la struttura è piuttosto imponente e con queste tele che fanno da vela bisogna essere sicuri ad esempio che il vento non le faccia cadere, deve poter accogliere comunque tutta la scenografia di questi soldati che ci passano sotto, deve essere comunque credibile e deve avere più in profondità un torrione, come è descritto un bastione, che si scopre con la caduta di questa tela. Per cui abbiamo fatto diversi tentativi per vedere quale fosse la struttura più conveniente, anche perché poi non doveva essere troppo complicata da costruire. Dopodiché abbiamo fatto un po' di esperimenti teorici su questo sistema di sgancio, come poteva funzionare questa tela che veniva giù, e alla fine abbiamo pensato ad una barra in alluminio leggera a cui è fissata questa tela con due meccanismi abbastanza semplici ma piuttosto ingegnosi che vengono azionati da due persone con due corde, quindi tirano, cloc, e questi fanno cadere la tela. Dominique de Cortone avait bâti la forteresse de bois en 10 jours. À Romorantin, le défi s'est corsé lorsque Jean-Luc Gibault a dû reprendre le chantier en main du jour au lendemain. Alors donc c'est donc Gilbert Aigret qui est le concepteur local, donc qui a reçu le plan d'Italie, et donc je me suis porté volontaire. Et puis après, dû à ces problèmes de santé, les problèmes de santé de Gilbert, je me suis retrouvé un petit peu à reprendre le relais dans la conception des structures. C'est vrai que ce projet est quand même assez gigantesque pour le petit bricoleur que je suis, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez manuel, quoi. Ça, c'est un projet quand même de grande envergure qui m'a certainement empêché de dormir certaines nuits, parce que le projet était quand même assez imposant et vu les dimensions. Donc nous avons fait le calcul de dimensions de chevrons. Donc il y a des chevrons de 5,50 m, de 4 m, 4,50 m, 3 m. Donc c'était adapté en fonction des dimensions qu'on avait eues par Alexander d'Italie. Donc 20 mètres de long sur entre 5 mètres et 5,50 m de haut au niveau des tours. Alors le tas de bois qui est dans le fond, c'est également un deuxième château. Parce que dans le timing au niveau des spectacles, vu que les spectacles s'enchaînent des jours, jour par jour, on n'avait pas le temps matériellement de démonter un château pour aller le transporter, le remonter à Amboise. Donc on a construit un deuxième château pour Amboise. Alors que des hordes de figurants s'apprêtent à prendre la route pour rejoindre la Sologne, les organisateurs abordent la dernière ligne droite, la plus délicate. Ils doivent maintenant transformer le résultat de leur recherche scientifique en un spectacle divertissant et pédagogique. Loin de Florence, loin de la forêt bavaroise, loin des préparatifs qui agitent la surface, ce travail débute dans les sous-sols de la mairie de Romorantin. Là, à l'écart de tout, des petites mains s'activent pour habiller et faire naître les personnages